profitons-en. Il y a encore des jeunes Français sur les cours de Roland-Garros. Tant qu'ils sont là, parlons d'eux. Ça va durer un peu, on l'espère. Bon, il y avait 4 Français sur les cours hier. Bilan mitigé, 2 qualifiés pour le 3e tour, 2 éliminés. Les heureux élus, c'est Kristina Mladenovic chez les femmes et Lucas Pouille chez les garçons. On va voir ça en image tout de suite, William. Et on commence avec donc Lucas Pouille en pleine séance d'autographe juste après sa victoire. Le Français 16e à l'ATP, il a montré de belles choses hier sur le central face au Brésilien Bellucci, qui n'est quand même pas le premier venu sur terre battue. Pouille, il a été très offensif, vous voyez, il n'a pas traîné. Victoire en 3-7, 7-6, 6-1, 6-2. C'est net et sans bavure. Il est au 3e tour, il affrontera l'Espagnol Ramos. Alberto Ramos, justement, il a éliminé un autre Français, le jeune Benjamin Bonzi. Ici, vous allez le voir en rouge. Le Français, 20 ans, a souffert. Il s'est même fait strapper pendant la rencontre. Bon, il faut dire qu'il a beaucoup couru, un peu dans le vide quand même, parce qu'il a perdu sévèrement. 6-2, 6-1, 6-1. Il a marqué 4 jeux seulement dans son match. C'est très, très sévère. Élimination de Bonzi. Ça va beaucoup mieux en revanche pour Kristina Mladenovic, la numéro 1 française. Elle a déjà la plus mal au dos, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis ça se voit sur le terrain aussi, notamment contre Sara Errani, l'italienne. Elle s'est baladée, elle a dominé l'échange comme sur ce point, vous allez voir, qui va se conclure ici par un petit amorti. C'est quand même pas mal. Elle a retrouvé la rage de vaincre, Mladenovic, donc tout va bien. Elle s'impose 6-2, 6-3. Elle n'a pas passé trop de temps sur les cours non plus. Elle est qualifiée, elle aussi évidemment, pour le 3e tour. C'était la balle de match. Et vous savez ce qu'elle a fait après la victoire ? Eh bien, regardez. Elle est dans le salon des joueuses et elle regarde les copines jouer à la télé. Les copines, c'est qui ? Eh bien, c'est notamment Océane Dodin, que vous allez voir ici, qui a 20 ans. La Française a bataillé 2h20 contre la Russe Kuznetsova. Elle s'est finalement inclinée presque à la nuit tombante. 7-6, 7-5, 6-3. Alors, c'est dommage. Elle a 20 ans, mais elle est pleine d'espoir. Elle reviendra, je pense. Et les autres, alors ? Il y avait 2 favoris sur les courrières, notamment Novak Djokovic, tenant du titre, Rafael Nadal, 9 fois vainqueur à Roland-Garros. Nadal qui a beaucoup de tics, vous le saviez, sur non, je ne le savais pas du tout. Regardez, pas du tout. Regardez, on vous a remontré justement. La séquence, la voici. Ça se passe comme ça se passe tout le temps comme ça. Hein. Voilà, il se touche un peu partout, vous allez voir. On va remontrer au ralenti. Parce que le nez, les oreilles et le... C'est parti, le short, regardez. Le short, moi je dirais la petite culotte. L'épaule gauche, le nez, le bandeau, l'oreille, vous avez vu, tout y passe. C'est pas tout, regardez. Avant de servir, 10 fois, il fait taper la balle au sol. C'est très agaçant. Un petit peu plus que les années précédentes. S'il en rajoute en plus, en tout cas, bon. C'est un tout petit peu plus. Alors, vous avez vu. Et avec son pied, il nettoie la ligne de fond. En tout cas, il a gagné. Il a gagné tout comme Novak Djokovic, qui lui a fait la hola. Vous le voyez ici avec les ramasseurs. Ça, c'est toujours sympa. Ça fait des souvenirs pour les enfants. Alors le Serbe, il a plutôt passé une bonne journée lui aussi. Il a dominé Sousa, donc le Portugais, 6-4, 6-3. Voici le plus beau point du match. Je vous laisse apprécier. Ça va se terminer par ce match. Bon, c'est un ratage. C'est un ratage, vous êtes d'accord. Allez, enfin, cette image de Koric. Regardez ce qu'il fait, Koric. Alors, lui, fracasse sa raquette. Il est complètement hystérique. Puis son adversaire, alors là, c'est étonnant, cette image. Il se marre. Mais non, il se marre pas. Il pleure. C'est l'Américain Johnson. Et vous savez pourquoi il pleure ? Il est rattrapé par l'émotion. Parce que juste avant le tournoi, il a perdu son papa. Un match un peu bizarre au niveau émotion. Il y a un qui est hystérique et puis l'autre qui est très ému à la fin du match. Je voulais vous montrer donc ces images ce matin. Pauvre garçon. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, rapidement, on a du basket avec la 2e demi-finale des playoffs en Pro A. Alors cette fois, c'est Chalon qui accueillait Paris-Levallois. Et ce sont les Chalonnais qui ont remporté une victoire importante donc, en match aller, notamment grâce à Campbell. Malheureusement, à cause de Campbell, ça a été très en suspense dans ce match. Mais ils ont gagné quand même 72-69. Le match 2, c'est ce soir. Je vais vous montrer maintenant du hand féminin avec la finale allée des championnats de France entre Metz, tenant du titre, et Brest. Là, ce sont les Lorraines qui se sont imposées in extremis en Bretagne. Le score 22-21. Avantage très court, on va dire, le titre de champion se jouera au match retour. Ce sera samedi soir contre Metz. Et puis une toute dernière image qu'on va voir dans quelques instants. Une image de la Coupe de l'América pour vous dire que le défi français n'a pas pu régater ces dernières heures aux Bermudes. Ça devait se passer contre les Japonais et les Britanniques. Mais il n'y a pas eu de vent, donc c'est reporté aujourd'hui. Et on va suivre ça, je vous montrerai ça demain matin. D'accord, merci. Alors il s'agit de faciliter et puis de sécuriser aussi les déplacements de ces personnes-là
Et on doit ça, vous allez voir, à des étudiants nancéens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, ces jeunes gens-là? Les étudiants nancéens, ça fait un moment qu'ils savent qu'on n'est pas mauvais au niveau GPS. On est capable aujourd'hui de se repérer à peu près n'importe où dans l'espace, sur un smartphone. Et on sait aussi que les personnes malvoyantes ou aveugles ont une canne blanche. Donc ça, elles en ont besoin pour pas tomber, pour repérer les obstacles. Mais si on arrivait à utiliser le GPS et pouvoir leur donner des indications, et c'est là où ça devient difficile, vocales, dans l'oreille, sur l'espace dans lequel ils sont, là, on commence à être pas mal. Autrement dit, ils ont une canne et tout d'un coup, il y a un poteau. Alors, peut-être pas le poteau, savoir où ils sont, dans quelle rue ils sont, où ils se dirigent. Ah bon. Parce que ça, la canne blanche va servir à éviter le poteau. C'est pas attention. Non, ça va être si vous allez à tel endroit, vous tournez à droite, vous tournez à gauche, vous êtes ici. Pour les guider, alors. Les guider en permanence. Et puis mieux que ça, pouvoir déclencher les feux tricolores. Vous savez, il y a maintenant les feux tricolores, pour certains en tout cas, donnent des indications aux personnes malvoyantes. Et pourquoi pas aussi avoir les horaires de bus, avoir les horaires de train, de sorte à ce que les personnes malvoyantes ou aveugles puissent être à l'heure, à la gare, se diriger jusqu'à une gare et pouvoir prendre le train. Vous savez, dans les bus, dans certaines grandes villes, on vous donne le temps d'attente. Exactement. Bon, il y a toutes ces choses-là. Essayez d'après de récolter une somme d'informations qui bien souvent sont destinées à des personnes voyantes, mais pouvoir arriver à les agréger dans ce petit boîtier qui fait 250 grammes, qui se fixe à la canne blanche et qui va, grâce au Bluetooth, parler dans l'oreillette de la personne qui va s'en servir. Ce qui n'empêche pas, qui n'empêche pas d'entendre les bruits de la ville. Non, attention, parce qu'il n'y a qu'une oreille et de l'autre côté, vous avez les bruits de la ville, évidemment. Regardez. Sherpa, c'est le premier assistant intelligent qui va aider les personnes déficientes visuelles dans leur quotidien. Donc le but, c'est de leur permettre de se déplacer en toute autonomie et en toute sécurité. Ce produit embarque toutes les technologies actuelles, que ce soit du GPS, du Bluetooth ou de la connexion Internet 3G. Continuez pendant 16 mètres. Grâce à Sherpa, une personne déficiente visuelle va pouvoir traverser en toute sécurité en étant informée de l'état du feu piéton. Elle va pouvoir prendre le bus en toute autonomie sans avoir à demander de l'aide à des passants. Elle va également pouvoir se repérer dans la ville et se laisser guider pas à pas vers des destinations qu'elle ne connaît pas forcément. Place Dombasle, Nancy. Place Mathieu de Dombasle. Donc là, le produit va me donner la première instruction de navigation. 285 mètres, 5 minutes. Et je peux commencer mon itinéraire. Dirigez-vous à 9h sur rue Henri Poincaré. Tournez à droite sur rue Poirel. Prochaine instruction sur la gauche. Sherpa est un produit très simple d'utilisation et d'installation. C'est un petit boîtier très léger, accompagné d'une oreillette sans fil pour recevoir les informations. Il s'installe très facilement et se fixe sur n'importe quelle canne blanche du marché. Lorsque je suis en perte d'orientation, il me suffit simplement d'appuyer sur un bouton. Là, Sherpa va me donner dans un premier temps mon adresse de localisation exacte. Où suis-je? Place Thiers, 54 000 Nancy. Mais je vais également avoir l'information des 3 principaux points de repère à proximité pour me repérer également dans l'espace. Gare de Nancy, 85 mètres. J'ai également la possibilité de déclencher automatiquement les feux piétons parlants. Il me suffit d'appuyer sur un simple bouton. Rue Stanislas. Le feu piéton est rouge. Notre produit sera disponible à partir du mois de septembre 2017, donc directement sur notre site internet ou alors lors des nombreux événements de démonstration que nous allons organiser sur l'ensemble du territoire. Et on espère également pouvoir être mis au catalogue de nombreux revendeurs de matériel spécialisé. Arrêt gare Thiers-Poirel. 3 minutes. Les Nancéens ont reconnu leur ville. Et une rue qui s'appelle Stanislas, dans l'Est, ça peut être à Nancy. Et l'idée, c'est donc de pouvoir agréger, vous l'avez compris, les informations que vont donner les transports en commun dans le boîtier pour qu'on le dise dans 5 minutes ou dans 10 minutes, etc. Alors le prix, parce que vous l'avez entendu, ce sera à partir de septembre. En dessous de 1 000 €, 989, 999 €. Comme à chaque fois, on dit la même chose. Faut se renseigner, il y a toujours des aides qui permettent de payer une partie de ça. C'est pas toujours gagné d'ailleurs, hein. C'est parfois compliqué d'obtenir les aides, mais en tout cas, ça existe. C'est un peu cher, mais c'est toute une haute technologie. Là, derrière, vous avez vu, là, ce sont de jeunes start-upers qui ont travaillé là-dessus avec beaucoup d'acharnement. Merci beaucoup, Yann. On va parler de tout à fait autre chose maintenant et retrouver notre correspondant permanent au Proche-Orient,
Autrement dit, Franck Genozo, que vous connaissez bien. Là, on va le retrouver à Jérusalem pour parler d'un projet. Alors, c'est un projet de téléphérique pour accéder à la vieille ville et à tous les trésors de cette ville inestimable, vous le savez bien sûr. Alors, il faut aussi se rappeler que les téléphériques sont plutôt à la mode dans les grandes villes, dans le monde entier, à droite comme à gauche sur notre planète. Sauf qu'à Jérusalem, et comme c'est souvent le cas, tout est politique là-bas, bien sûr. Et ça n'a pas manqué plutôt de créer la controverse. Mais pourquoi cette fois-ci? Franck vous répond. Bonjour. Bonjour William, oui, un projet de téléphérique extrêmement polémique dont l'idée au départ est de désengorger la vieille ville de Jérusalem. Vous savez qu'en ce moment, par exemple, au beau jour, eh bien, le flux incessant de bus et de touristes rend la circulation aux abords de la vieille ville extrêmement difficile. Alors, ça peut paraître au départ, ce téléphérique, plutôt une bonne idée, mais comme souvent à Jérusalem, effectivement, ça crée la controverse dans la ville 3 fois sainte. Pourquoi? Eh bien parce que, vous le savez, Jérusalem est sous le contrôle intégral des Israéliens depuis maintenant 50 ans. Israël en a fait sa capitale, une capitale non reconnue, ni par les Palestiniens, qui eux aussi veulent en faire leur capitale, ni par la communauté internationale, qui estime que le statut de la ville devrait être négocié au cours d'une grande conférence internationale où tout le monde serait réuni autour de la table. Alors évidemment, vous ajoutez au milieu de tout cela un projet de téléphérique d'1,5 km allant des quartiers ouest majoritairement juifs au quartier est majoritairement arabe, et vous obtenez cette belle controverse expliquée ce matin pour vous dans ce sujet préparé avec Maxime Pérez et Jonah Messina. La millénaire silhouette de Jérusalem comportera bientôt un nouvel élément. C'est au pied des remparts, non loin du mur des lamentations et de l'esplanade des mosquées, qu'un téléphérique déposera d'ici 3 ans des milliers de passagers. Jusqu'à 3000 personnes par heure survoleront alors le mont Sion pour découvrir les murs de l'antique cité via les vitres panoramiques des cabines de transport. Un investissement de 50 millions d'euros nécessaire, estime le concepteur du projet. Le téléphérique arrivera d'ici, de l'ancienne gare ottomane qui a été rénovée pour accueillir les visiteurs. Objectif, désengorger les abords de la vieille ville, souvent paralysés par les embouteillages. Ce projet nous permettra d'éviter que les bus ne s'approchent trop près de la vieille ville. Il permettra aux touristes d'arriver directement au pied des remparts. Mais comme souvent dans la ville 3 fois sainte, la décision provoque des remous. Car le téléphérique rejoindra les quartiers est de la ville. Ces quartiers sont sous contrôle israélien depuis 50 ans, mais la communauté internationale et les Palestiniens ne reconnaissent pas la souveraineté de l'État hébreu dans cette zone. Alors, les avis des habitants sont partagés sur ce projet. Ce téléphérique est le bienvenu. Ça va nous permettre d'arriver plus facilement dans la vieille ville, car là, c'est vraiment compliqué, notamment en voiture. Aujourd'hui, tout doit être pratique, efficace. Mais à force, Jérusalem va perdre de sa superbe, c'est sûr. Et puis, c'est une énième tentative d'unir une ville qui ne l'est pas. Ils nous font croire que c'est une ville unifiée. Mais tu parles. Les autorités israéliennes affirment que ce téléphérique permettra aussi aux habitants des quartiers est de rejoindre le centre-ville plus rapidement. Les travaux devraient débuter d'ici la fin de l'année. Alors, cela dit, Franck, ce n'est pas la première fois que ce type de polémique éclate à Jérusalem. Il me semble que c'était déjà le cas pour le tramway, non ? Oui, vous avez tout à fait raison. Le tramway en fonction depuis 2011 maintenant et qui lui aussi au départ était décrié notamment par les Palestiniens qui accusaient ce tramway d'entériner en quelque sorte la domination israélienne sur l'intégralité de la ville. Un tramway qui avait d'ailleurs au cours des premiers mois fait l'objet d'un certain nombre d'attaques et de jets de pierre. Alors il y a les autorités israéliennes qui répondent de leur côté que ce tramway permet aussi aux habitants des quartiers arabes d'aller travailler, notamment à l'ouest de la ville, dans les quartiers juifs où se trouvent majoritairement les emplois. Même argument utilisé cette fois-ci pour le téléphérique et les autorités ont choisi, en plus de ce téléphérique, eh bien, de développer encore un peu plus Jérusalem-Est, les quartiers arabes, avec un grand plan d'investissement, un plan d'investissement de 50 millions d'euros qui devrait permettre de rattraper un petit peu le retard de ces quartiers Est, les quartiers arabes, par rapport aux quartiers Ouest, les quartiers majoritairement juifs. Merci beaucoup, Franck. À bientôt. On commence par quoi et plutôt qui ?
On va commencer, William, bonjour déjà, par une photo. Bonjour déjà. Une photo. Le profil est masculin, la corpulence massive. En ombre chinoise, cette silhouette qui nous est déjà si familière pointe du doigt vers un ennemi invisible. Pointe un doigt vers un ennemi invisible. On dirait qu'il a une arme dans les mains, là. C'est bizarre, on dirait une calache. Oui, ça ressemble, c'est vrai. Alors que fait Donald Trump? Il dénonce. Oui, ce geste, c'est un peu celui de la dénonciation. Et la dénonciation dont vous risquez d'entendre parler aujourd'hui, eh bien, c'est la dénonciation de l'accord sur le climat de Paris. Il paraît que c'est ce que le président américain s'apprête à faire. On devrait être fixé ce soir à 21h. Alors, c'est quand même un peu ballot, cette affaire. Le traité de Paris sur le climat, c'est l'une des rares réussites planétaires de la diplomatie. Et si ça se trouve, il va suffire d'un tweet donc pour la torpiller. Seulement voilà, comme vous le lirez dans les Échos, sous la plume de Lucie Robquin, Donald Trump pense qu'il vaut mieux trahir la planète que ses électeurs. Oui, la planète, parce que 195 pays, faut-il le rappeler, se sont engagés à réduire leurs émissions de carbone. Et si les États-Unis font défection, eh bien, ils rejoindront les deux bourricots de la classe planétaire, la Syrie et le Nicaragua. Les deux qui n'ont pas signé, les États-Unis avec la Syrie et le Nicaragua, c'est la classe à Dallas. Est-ce que d'autres pourraient suivre Ben justement, plus sérieusement, ça risque de dissuader tout un tas de petits pays signataires de l'accord d'abandonner leurs efforts. Après tout, si les Américains n'en font pas, c'est pas la peine que nous, on en fasse. Bon, alors je sais que, comme vous, que l'un des grands problèmes de l'environnement, c'est son côté abstrait. On nous parle de l'avenir de la Terre, du développement des uns, de la survie des autres, et quelle planète va-t-on laisser à nos enfants, et quel air va-t-on respirer demain, etc., etc. Mais ce n'est pas concret. Le pouvoir d'achat, c'est concret. Les 35 heures, c'est concret. L'environnement, c'est plus compliqué, c'est abstrait. C'est pourquoi je vous recommande une saine lecture, celle de l'Humanité. En tout cas, celle de la page 16 de l'Humanité. On nous y décrit concrètement l'un des effets du climato-scepticisme en prenant l'exemple de ce que l'Amérique de Trump veut faire avec les Grands Lacs. Il est question de réduire, par exemple, le budget qui leur est alloué de 97%. De 300, on passerait à 10 millions de dollars. Un gouffre abyssal pour ces grands lacs qui représentent 18% de l'eau douce de la planète et approvisionnent 30 millions de personnes en eau potable. Si on lamine ainsi le budget, eh bien le niveau de pollution, dû notamment aux algues, redeviendra ce qu'il était il y a des décennies. Et pour l'un de ces lacs, ce serait carrément la fin, paraît-il. Le lac Erie, c'est le plus petit, sa température moyenne est la plus élevée, et c'est celui qui compte le plus grand nombre d'habitants sur ses rives. 12 millions de personnes. Il endure une pollution d'origine agricole, les algues l'envahissent, ce qui fait que dans les environs, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'eau en bouteille, qui est plus chère, qui est dans des bouteilles en plastique, etc., etc. Donc la boucle est bouclée, c'est à lire dans l'Humanité sous la plume d'Éric Serres. Alors en tout cas, si Trump dénonce l'accord de Paris, eh bien, il refroidira un peu plus des relations dont on ne peut pas affirmer qu'elles sont torrides entre l'Amérique et l'Europe. Et vous savez quoi? Eh bien, la presse trouve que finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Regardez, merci Trump, titre Libération. Et lisez aussi l'édito du Figaro. C'est une occasion unique, historique pour les Européens de se prendre en main, d'être plus autonomes, écrit Arnaud de Lagrange. Alors sinon, puisqu'on parle climat, eh bien, j'ai du concret rapidement. On peut désormais faire des prévisions à 3 mois. Et je vous annonce que l'été sera chaud, plus chaud que d'habitude. Et ce sera chaud dès ce soir à Cardiff pour la finale de la Ligue des Champions. OL-PSG. Ligue des Champions féminine. Voilà, le jour où les hommes en feront autant, Trump respectera la parole de l'Amérique, par exemple. Il y a une méthode et Laurence Stolazza l'a découverte en lisant un ouvrage. Quel est cet ouvrage et quelle est la méthode? La méthode NERTI. NERTI, c'est nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients développé par l'auteur de cet ouvrage qui s'appelle Luc Geiger pour aider le plus grand nombre d'entre nous à retrouver une vie normale et en se libérant seul et définitivement de toutes nos phobies, des émotions toxiques, les angoisses, les paniques, la jalousie, la timidité, la colère. Et c'est intéressant parce que selon l'OMS, un adulte sur 2 éprouve des peurs excessives et gênantes et 12% souffrent de phobies, de panique très invalidantes. Alors les plus répandues, c'est la peur du vide, de l'eau, la peur de l'avion, des insectes, les araignées, les souris, peur de la foule, de parler en public, vous le disiez. Phobie affective aussi comme la peur de la séparation ou la peur d'être abandonné. Je vois un crâne. Il y a un centre de la phobie quelque part dans le crâne? C'est le cerveau reptilien. Ah bon? C'est le cerveau archaïque et c'est là que se niche
toutes nos anxiétés primitives, si on veut dire, tout ce qui a été engrammé dans notre vie, dans notre enfance souvent, et qui cristallise un petit peu nos peurs. Alors sur quelle thérapie repose cette méthode? Entre autres sur ce qu'on appelle les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, qu'on connaît bien aujourd'hui en psychiatrie, et qui visent à confronter l'anxieux à sa phobie. Nous avons suivi une séance aux résultats très très étonnants. Regardez. Ouais, non, je peux pas regarder là. Comme si qu'elles allaient me mordre en fait. Qu'elles allaient m'envahir, qu'elles allaient... Je ressens comme si il y avait des dents qui étaient en train de manger complètement toutes crues. Je peux pas. C'est un sentiment d'étouffement. À quel endroit vous sentez cet étouffement? Au niveau de la gorge. Gorge et... Ok, donc parfait. Vous laissez les fourmillements venir, vous laissez l'étouffement venir dans la gorge. Quoi d'autre? J'ai envie de pleurer. À quel endroit vous le sentez? Ça commence à monter. À quel endroit vous le sentez? Au niveau, là, c'est vraiment au niveau du cerveau, là. Ma voix n'a rien à voir dans l'histoire. C'est juste une façon de l'aider à la guider, mais c'est le travail qu'elle a fait intérieurement. Et notamment le fait qu'elle a laissé revivre dans son corps le moment du verrou. J'ai vu une horde de souris, de rats, de mulots arriver sur moi. C'est une angoisse que j'ai ressentie, une peur. Pour l'instant, il y a les palpitations. Oui. Mais les pleurs, ça va. Ok, parfait. Donc on laisse faire. Si vous lâchez prise, si vous laissez vraiment faire, qu'est-ce qui risque de se passer là dans votre corps maintenant? Tomber en syncope. Ok, laissez faire ça. Ce que j'appelle le moment du verrou, c'est le moment où le cerveau reptilien a cru mourir, c'est-à-dire c'est un moment de perte de connaissance, un moment de syncope, qui était en mémoire dans son corps. Et c'est les moments où elle disait « je m'enfonce », ou les moments où elle avait l'impression de tourner. Comment vous le sentez physiquement, cette sensation de tomber en syncope? J'ai encore le cerveau qui réagit en me disant « ça va, ça va ». Ça continue à tourner? Ah, ça va, là, ça va. Ok. Plutôt les pleurs qui... Ça, c'est les moments de verrou. C'est les moments où c'est la mémoire dans le corps de cette syncope, mais sans la syncope réelle. Les mains moites. Ok, parfait. Laissez faire les mains moites, la tête qui tourne. Laissez-vous embarquer là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Ça se calme un peu? Ça se calme un peu. Ok. Ça tourne plus? Non, ça va. Est-ce que vous sentez bien vos bras, bien vos jambes? Oui. Et c'est là où le cerveau reptilien se rend compte que dans ce moment où il est censé mourir, c'est-à-dire le moment où il est censé perdre connaissance, ben, il ne perd pas connaissance. Et donc comme il ne perd pas connaissance, il se dit normalement je meurs mais je ne meurs pas, normalement je meurs mais je ne meurs pas. Il arrête de réagir. Quand vous voulez, vous revenez avec moi, vous rouvrez les yeux. Je ressens que mon corps se repose, mon cerveau aussi. Je ne suis pas de là à les prendre, mais je les vois moins en ennemis, en mangeuse d'hommes, on va dire. Est-ce que cet effet peut durer? Cet effet est définitif. C'est forcément définitif parce que le cerveau reptilien, il est très basique. C'est-à-dire qu'il est soit il y a vie, soit il y a mort. Et une fois qu'il a compris quelque chose, il ne change pas d'avis. Il m'a retiré en fait le sentiment de peur ou de haine contre cet animal. La peur d'avoir peur aussi? Oui, aussi. Intelligent. Le cerveau reptilien, c'est pas le cerveau intelligent. Vous êtes une tortionnaire, la pauvre, vous en rendez compte, elle a pleuré. Ouais, on était assez mal pour elle en fait, mais ce qu'on a vu, de nos yeux vus, c'est que ça marche. Alors on a essayé avec quelqu'un d'autre qui avait peur de l'avion, il a moins lâché prise, donc ça a mis beaucoup plus de temps, donc il faut quand même être en condition et lâcher prise. Il faut le refaire plusieurs fois, ça, ou c'est pas nécessaire? Là, pour le coup, première séance, c'était la première séance qu'elle faisait, ça a marché. Bon. Donc la méthode NERTI, voilà, c'est nouveau. C'est validé et il y a un ouvrage et les infos sur notre site internet aussi. Oui, bien sûr. Merci Laurence. Il est aujourd'hui ministre des Comptes publics et depuis ce matin, il a sur son bureau un rapport, celui de la Cour des comptes. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Alors c'est vrai que vous avez sur votre bureau le rapport de la Cour des comptes qui tacle clairement le bilan du précédent gouvernement en matière de finances publiques. Les ministres précédents avaient promis de laisser une maison impeccable. Visiblement, ce n'est pas le cas. En tout cas, la Cour dit que pour le budget 2016, il y a un certain nombre de difficultés que nous imaginions dans la campagne électorale, quels que soient d'ailleurs les bords politiques. Et surtout, le président de la République a demandé au président de la Cour de faire un rapport pour 2017, pour le budget de cette année, et qui sera rendu au 1er juillet au Premier ministre. C'est sans doute le rapport le plus important parce qu'il va conditionner évidemment cette année et puis le quinquennat. Vous apprenez quand même 2-3 choses dans le rapport de la Cour des comptes tel qu'il est présenté aujourd'hui. Je sais bien que vous avez commandé un audit et que vous attendez pour début juillet, mais il y a déjà des éléments qui sont donnés avec des dépenses engagées qu'il va falloir assumer. Est-ce que l'objectif d'un retour sur la barre des 3%, avec ce que vous avez découvert là, va être compliqué ?
C'est toujours compliqué de tenir des engagements budgétaires difficiles parce que depuis 2008, la France est au-dessus de ces 3%, et depuis 1974, la France n'a pas un budget en équilibre. Donc si c'était facile, je pense que d'autres l'auraient fait. Ce qui est sûr, c'est que nous allons tenir nos engagements européens. Et nous allons nous battre pour que, effectivement, nous puissions sortir de la procédure de déficit excessif et avoir vis-à-vis des Européens. Pardonnez-moi, je vous coupe, parce que c'est important ce que vous êtes en train de dire. Quels que soient les résultats, encore une fois, du rapport de la Cour des comptes, quel que soit l'état des finances publiques, vous tiendrez l'objectif de retour sur la barre des 3%. C'est ça que vous nous dites ce matin. Il faut évidemment tenir la barre sur les 3%, parce que si les partenaires européens, ça fait 2 fois qu'ils nous demandent déjà de décaler cette date, et il faut qu'on soit crédible vis-à-vis de notre dette, vis-à-vis des autres partenaires, vis-à-vis du monde économique. Le président de la République souhaite que nous tenions nos engagements européens et nous les tiendrons. Depuis 2008, nous n'avons pas réussi à les tenir. Il y a eu la crise, c'est vrai, mais nous devons les tenir. Ce qui est vrai, c'est que nous allons attendre le rapport de la Cour pour 2017. Au 1er janvier, on aura exactement l'état de l'art. Et c'est un juge indépendant que Didier Migaud, et nous verrons ce qu'il nous rendra. Y a-t-il eu, à votre avis, de ce que vous avez découvert, encore une fois, un tour de passe-passe dans la présentation des comptes publics par l'équipe précédente ? On verra ce que dira la Cour des comptes. En tout non, cas, mais là, vous le savez, c'est la Cour des comptes. C'est pas une succursale de la Cour des comptes. Aujourd'hui, la Cour des comptes, elle a certifié les comptes 2016. Voilà, donc cette année budgétaire est passée. C'est riche d'enseignements. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui... Lesquels vous avez retenus ? Ce qui est aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire des dépenses réelles. Il faut effectivement considérer que lorsqu'on fait une politique, on budgétise quelque chose qui correspond exactement à ce que vont dépenser les ministres et pas simplement faire un budget qui est dépassé dans son exécution. C'est-à-dire aussi que le Parlement doit faire son travail de contrôle de l'action de chacun des ministères et que les ministres doivent être patrons de leur administration et considérer que l'argent public, c'est bien l'argent de tout le monde, c'est pas l'argent de personne. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de collectif budgétaire cet été. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'impôt nouveau pour les Français. Il peut y avoir effectivement un changement structurel dans les économies de notre pays. C'est-à-dire que le ministre des Comptes publics va faire des propositions au Premier ministre, mais il n'y aura pas d'augmentation d'impôts parce qu'il y aurait des mauvaises nouvelles le 1er juillet. Bon, c'est compliqué comme exercice, de se retrouver dans la position qui est la vôtre aujourd'hui. Vous êtes obligé d'assumer, d'avoir présenté une forme de tolérance vis-à-vis de l'exercice comptable de la précédente, équipe. C'est compliqué comme exercice. On imagine le Gérald Darmanin d'il y a encore un mois. Vous auriez été beaucoup plus sévère sur la façon dont les comptes publics ont été gérés pendant ce quinquennat. Non, il y a une différence entre faire campagne électorale, parfois faire assaut démagogie, ce qu'on fait malheureusement un peu tous en campagne, être en responsabilité et être ministre de la République. Ça, c'est sûr qu'il y a une différence. Par ailleurs, moi, je ne me sens pas lié, comme le gouvernement, comme le président de la République, par la gestion précédente. Il y a une alternance politique. Emmanuel Macron, il incarne une alternance politique. Édouard Philippe, il incarne une alternance politique. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire trop de démagogie avec le budget de l'État. Tout ça est très sérieux. Et en même temps, il ne faut pas fermer les yeux sur la gestion passée, attendant le rapport de la Cour. Dans ce que vous avez vu, c'est ma dernière question sur ce sujet-là, dans ce que vous avez vu sur ce rapport de la Cour des comptes, là, sur l'exercice 2016, est-ce que vous diriez qu'il y a eu une forme d'insincérité dans la présentation des comptes ? L'insincérité, c'est un mot très dur, très difficile. Il n'a pas été utilisé par le premier magistrat. On verra bien si... Vous utilisez quoi comme mot, vous ? Mais on verra pour 2017. Ce qui est sûr, c'est que... Mais pour 2016, c'est la question. Manifestement, un budget très difficile à tenir. Et entre les annonces du budget et l'exécution, il y a eu manifestement un décalage. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage, parce que ce décalage, ça détruit la parole publique et ça détruit la parole de la France vis-à-vis de nos partenaires européens. Gérald Darmanin, est-ce que vous considérez qu'un retraité est riche à partir de 1 200 €? Non, je ne considère pas qu'un retraité est riche à 1 200 €. Alors pourquoi augmenter la CSG pour les retraités aisés à partir de 1 200 €? Je comprends que cette question soit posée ainsi, mais vous auriez pu dire aussi pourquoi on supprime la taxe d'habitation pour la plupart de ces retraités. Il y a plus de la moitié des retraités qui ne sont pas concernés par la hausse de cette CSG. J'entends des dirigeants des Républicains dire c'est injuste. Je rappelle qu'ils ont défendu un projet que moi j'ai combattu dans ma famille politique, qui était celui de François Fillon, qui augmentait de 2 points la TVA pour absolument tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura suppression de la taxe d'habitation et il y aura pour les travailleurs une augmentation de pouvoir d'achat. Pour les retraités, plus de la moitié ne sont pas concernés. Ça fait combien de retraités concernés par l'augmentation ? À peu près la moitié. Ça fait combien la moitié des retraités ? À peu près la moitié. Ça fait combien de retraités ? Ce qui est sûr, on n'est pas dans le matin. Dès le matin, vous savez, l'interrogation écrite, c'est pas facile. Ah, c'est pas du tout ça. C'est que je pense que les gens qui vous regardent ont envie de savoir, c'est quoi ces 4 millions de retraités ? Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le président de la République et le Premier ministre, à l'occasion des prochains arbitrages budgétaires qui vont être faits, vont pouvoir dire exactement quelle est la réforme fiscale dans son ensemble. Le seuil de 1 200 €, qui est effectivement un argument de campagne des Républicains, pourrait-il être bougé, modifié ? Est-ce que le taux sera un taux unique de 1,7% de hausse de CSG de manière uniforme ? Est-ce que, en tout cas, sur la question de ce seuil, il peut y avoir des ajustements ? D'abord, il n'y a pas un taux unique de CSG. Le CSG, c'est un bon impôt et où il n'y a pas de niche, il est proportionnel. Il y a plusieurs taux déjà pour les retraités. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une réforme fiscale dans son ensemble. Le gouvernement va proposer cette réforme. Il y a le projet de loi sur la moralisation de la vie politique. Il y a le
projet de loi sur le retour de la confiance dans les institutions. Il y a effectivement la volonté de faire le droit à l'erreur et il y aura la réforme fiscale dans son ensemble, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse des charges, les heures supplémentaires défiscalisées, la baisse de la taxe d'habitation et sa suppression pour une grande partie d'entre eux et une augmentation de la CSG qui va avec la baisse de cotisation. La réforme fiscale, c'est l'ensemble. Sinon, si on prend que des mesures catégorielles, Madame Roux, on risque de faire comme le gouvernement précédent, c'est-à-dire des coûts de communication et finalement un budget qui paraît compliqué pour les successeurs. Ce que j'entends, c'est que le seuil de 1 200 € brut n'est pas gravé dans le marbre. Mais le président de la République a toujours dit qu'il protégerait les plus faibles, les plus modestes. Si vous étiez à la place de Richard Ferrand, est-ce que vous démissionneriez pour faciliter la campagne des futurs peut-être députés En Marche et du président de la République? Moi, je ne suis pas à la place de Richard Ferrand. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le Premier ministre a mis une règle claire. Si on est mis en examen, si on est battu par les électeurs, on s'en va du gouvernement. Je m'appliquerai ces deux règles claires. Que dites-vous à ceux qui, comme Danny Cohn-Bendit ou Jean-Louis Bourlange, expliquent qu'il faut qu'ils partent parce que ça gêne la mise en place de la politique du gouvernement. Ça fait un focus sur cette affaire, alors même qu'une loi de moralisation de la vie publique est attendue pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous leur dites à eux? Ils manquent de solidarité? Non, je crois que d'abord, ils ne sont pas membres du gouvernement. Ils sont soutiens d'En Marche quand même. Non, mais je pense qu'il faut d'abord être solidaire d'un homme qui vit des moments difficiles. Je considère d'ailleurs que les arguments qui valaient pour François Fillon, c'est-à-dire la présomption d'innocence ou la manipulation politique, aujourd'hui est disparue du vocabulaire des Républicains, ce qui est un peu dommage. Il ne faut pas avoir deux poids, deux mesures. Et par ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, le Premier ministre a mis des règles claires. Si on est battu par les électeurs, Richard Ferrand va devant les électeurs. Moi, je souhaite qu'il soit élu. Si par ailleurs, il y a une mise en examen, on part. Ces règles claires, ça évite le règne du soupçon et ça permet en effet d'avoir des changements de comportement par rapport à ce qui se passait avant. Bruno Le Maire a expliqué à son arrivée à Bercy que c'était le plus beau moment de sa vie politique, et vous? Non, moi, le plus beau moment de ma vie politique, c'était d'être maire de ma commune. C'est dit. Merci beaucoup, Gérald Darmanin. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone. Les Beatles, quand ils ont créé cette chanson, l'ont fait exclusivement pour la chronique qui va suivre maintenant. Aide au secours, j'ai besoin de vous, effectivement. Et les statistiques sont impitoyables. 7 sur 10 d'entre vous seront un jour confrontés à un litige de consommation, comme on dit. Dans ce cas-là, il faut se défendre. Nul n'est censé ignorer la loi, mais nul ne connaît très bien un avocat et n'a pas toujours les moyens de se le payer. Alors comment on fait? On va en ligne maintenant sur Internet et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un service très malin, qui est pratique, rapide, pas cher, intelligent. J'ai trouvé ça formidable. Quand on sait qu'il y a des centaines de milliers de litiges qui se produisent chaque année dans le domaine des voyages, des achats sur Internet, de l'habitat, les travaux mal réalisés, les réparations qui ne fonctionnent pas, le voisin... Voilà. Bon. On a tous des problèmes de consommation un jour ou l'autre dans sa vie. Et on ne sait pas les résultats. On réclame, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, parce qu'on n'est pas crédible. On ne connaît pas par cœur les articles de loi. Prendre un avocat, oui, c'est la bonne idée, même si ce n'est pas obligatoire pour des litiges de moins de 10 000 €. Oui, mais vous vous dites comment je vais trouver le bon, comment je vais le choisir, et est-ce que ça ne va pas me coûter aussi cher que ce que j'ai peut-être une chance de récupérer? La solution sur Internet, c'est un service en ligne géré par des avocats qui ont au minimum 5 ans de barreau, donc une véritable compétence. Vous expliquez votre cas et l'avocat va rédiger pour vous sur en tête une mise en demeure. Et bizarrement, comme par magie, dans près de 8 cas sur 10, la situation se débloque, s'arrange. Vous n'obtenez peut-être pas satisfaction à 100% par rapport à votre demande, mais en tous les cas, vous récupérez quelque chose. Et ça vous coûte... Quand on dit la peur du gendarme, il y a la peur de l'acte de justice. Évidemment, quand l'entreprise avec laquelle vous avez un litige va recevoir une lettre d'un avocat, tout d'un coup, c'est plus du tout le même discours, c'est plus du tout le même ton, et forcément, l'entreprise va lire ce courrier, alors que le vôtre, il est passé directement à la poubelle. Et ça va vous coûter quoi? 49,90 €, c'est tout. C'est malin. Quel que soit le sujet traité. Quel que soit le sujet traité. Et si jamais ça n'aboutit pas, on vous donne ensuite les clés, c'est-à-dire qu'on vous aide à constituer le dossier pour aller tout seul au tribunal d'instance, parce qu'au tribunal d'instance, généralement, il n'y a pas d'avocat. C'est après, c'est plus tard, pour les gros litiges, tribunal de grande instance, qu'on doit prendre un avocat. Mais on n'en est pas là, généralement, dans 8 cas sur 10, ça s'arrange. Explication, nous avons rencontré les fondateurs de cette plateforme, et puis nous avons un plaignant. A priori, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître dans ce cas. Concrètement, le client se rend sur le site internet,
répond à des questions très simples, qui il est, qui est son adversaire, quel est son problème, qu'est-ce qu'il souhaite, soit être remboursé, soit que quelque chose soit fait pour lui. Et ensuite, l'avocat s'occupe de tout. Il prend en charge son dossier et l'appelle. Mon problème concerne une fissure dans la façade de ma maison, pour laquelle j'ai fait intervenir une entreprise. 2 mois après que l'entreprise soit intervenue, les fissures sont réapparues. Donc je les ai appelés, ils ne m'ont pas répondu. J'ai fait 2 lettres en recommandé, toujours pas de réponse. Donc à ce moment-là, je suis allé sur un site qui m'a permis de faire une lettre de mise en demeure. À la suite de quoi l'entreprise a répondu. Ensuite, j'ai pu travailler avec ses avocats pour constituer un dossier et nous allons aller régler le problème devant les tribunaux à la fin du mois. L'avocat va prendre en charge le dossier du client, rédiger la lettre de mise en demeure à son nom et l'envoyer à l'adversaire. Généralement, dans les 8 à 15 jours, l'adversaire va répondre comme par hasard. Tout d'un coup, avec un courrier d'avocat, ça marche beaucoup mieux. Et dans 80% des cas, donc, le client a son problème qui est résolu. La plupart du temps, les gens renseignent très bien leur dossier sur le site parce qu'ils sont aidés dans le choix des questions. On leur demande également de joindre des pièces, ce qui fait que ça facilite aussi notre travail. Dans tous les cas, si le dossier n'est pas complet, on peut parfaitement les contacter puisqu'on a toutes leurs coordonnées pour leur demander les éléments manquants. Et ce sera déployé en une seule fois 10 agents. Ouais, avec les 3. Ça coûte 49,90 €. Pour ce prix-là, vous avez d'une part la consultation de l'avocat, le courrier qui est rédigé au nom de l'avocat, et ensuite une consultation de suivi au bout de 15 jours pour savoir où ça en est. Bonjour maître, je vous appelle pour faire le point sur le dossier. Oui, bonjour monsieur. Écoutez, l'assignation a bien été livrée et on passera en audience le mois prochain. Excellent, bon, tout avance comme prévu, donc on se retrouve à la fin du mois pour clôturer ce dossier. Merci beaucoup. Dans le cas où la mise en demeure ne suffit pas, là, on peut aider le client à aller au tribunal. Puisqu'en effet, la représentation d'un avocat au tribunal n'est pas nécessaire pour les litiges de la consommation de moins de 4 000 €. Donc dans ce cas-là, on vous aide à créer votre dossier, on vérifie la validité juridique de votre dossier et vous pouvez ensuite vous défendre au tribunal, vous-même, pour 89,90 €. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, vous allez voir sur le site de Télématin précisément et vous aurez tous les détails. Merci beaucoup Isabelle. Ouais, je sais pas, ça, vous connaissez vous? Non, pas du tout. Alors là, je sais. Une chanson, vous ne connaissez pas? Mais oui, ça, vous voyez, c'est rare. c'est rare, c'est vrai. Alors attendez, un été de porcelaine, il paraît que ça s'appelle. Mort Schumann, dites donc. Alors justement, on va parler de ça. Oui. Figurez-vous que dans le domaine de la gastronomie, il y a des tendances. Eh bien, pour l'été, il y a des tendances gastronomiques, lesquelles, et Karine Tessandier, la cuisinière de Télématin, a décidé de débroussailler tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de neuf là-dedans? J'ai voulu vous étonner avec les gâteaux pousse-pousse ou les push cakes. Ça, c'est la tendance. Ah bon? Mais vous vous souvenez des... Moi, je sais pas, je voyais une salade de concombre, des choses fraîches, Ah des bah petites oui, choses comme ça. Vous imaginez, je vais venir ici vous faire une salade de concombre? Vous Non, allez pas être ici. légèrement déçus. Ah oui, ça, c'est sûr. Ah bah voilà. Un Donc truc je me original. dois Ouais. de vous surprendre. Et croyez-moi, le contrat est rempli avec mes gâteaux pousse-pousse. Alors regardez, on le voit à l'image. Ah, en fait, c'est ça. Mais oui, vous savez, les glaces pousse-pousse, et ben là, c'est la même chose. On utilise le même procédé, si vous voulez, le même contenant, c'est-à-dire un tube avec plein de choses dedans et une tirette, une languette. Et on va pousser et on va manger petit à petit ce qu'il y a à l'intérieur. Alors en fait, généralement, on met du sucré, ça fait de jolis desserts, un goût fraisier, un tiramisu, une tartelette citron. Mais là, moi, je les ai détournés et je les ai utilisés pour faire soit un apéro amélioré, soit une entrée. Il faut le matériel alors. Ah bah oui, vous êtes obligé d'acheter. Bon, c'est pas très cher, hein, c'est des kits en plastique pour évidemment avoir cette jolie Mais on présentation. peut faire que des desserts. Ah oui, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce qu'on veut. Oui, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. Mais pas un... Même votre petite salade de concombre, vous pouvez. Et un plat chaud, non. Eh ben, pourquoi pas? Oui, Tiède, on pourrait allez. imaginer un parmentier, par exemple. Ah oui. Pourquoi pas? Un petit peu de Mais viande cuisinée, de la en purée. quoi le pouce-pouce, comme vous dites, change des choses?
Ça change la présentation, c'est beaucoup plus ludique, c'est joli, on voit à travers, c'est la tendance de l'été, c'est fun. Voilà. Allez, on est parti. Clair, pour maintenant notre push cake, nous avons besoin de saumon fumé parce que je vais vous faire un petit saumon blinis, de la crème fraîche, de l'aneth, du citron, du sel et du poivre. Alors bon, 10 minutes de préparation, c'est le temps de détailler nos ingrédients pour qu'ils rentrent évidemment à l'intérieur, voilà, de ce petit engin. Donc vous allez le retourner pour le diamètre et les mini blinis, on va les retailler pour qu'ils soient au parfait diamètre de notre gâteau pousse-pousse, de notre pousse-pousse. Vous allez détailler le saumon en fines lanières, pareil pour que ça rentre. Et ensuite, on va s'occuper d'une chantilly. Donc, pour monter une crème chantilly, il faut que tout soit glacé. Le fouet, le bol, la crème, il faut tout mettre au frais avant tout. Et ensuite, ça va monter beaucoup plus facilement. Cette chantilly, on va bien sûr l'améliorer, lui donner du goût avec un petit peu d'herbe. On a choisi l'aneth parce qu'avec le saumon, ça marche bien. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre et c'est prêt. Maintenant, nous allons monter le petit gâteau. Pour s'aider, pour mettre la crème dedans, on ne va pas en mettre partout. On utilise une poche et une douille, soit une poche à douille. Vous allez bien enfoncer le plastique dans la douille parce que sinon, quand vous allez remplir la douille, ça va vous tomber sur les pieds. N'oubliez pas de bien mettre le papier dans la douille le temps de remplir. Vous voyez, j'applique ma maryse sur mon doigt pour remplir. Comment vous appelez ça? La maryse, c'est la spatule qui nous permet de prendre voilà, la crème et de la mettre dans la douille. Donc, je vais mettre mon blinis, mon saumon, hop, un petit peu de chantilly, blinis, saumon. La chantilly? Bah oui, ma crème montée, c'est de la chantilly, à l'aneth, au sel et au poivre. Un petit coup d'aneth sur le dessus, une petite rondelle de citron, et puis l'affaire est faite. Vous voyez, c'est très simple et franchement, vous allez surprendre vos invités. Il faut faire ça avant tout le monde et vous allez vraiment faire sensation. Et alors, vous les mangez de fête, l'un après l'autre, là, les couches? L'une après l'autre? Ah voilà, oui. Ah oui, vous pouvez pas tout C'est mettre pas comme dans d'un l'assiette coup. où vous pouvez Non. mélanger. Tout doucement, vous poussez et vous dégustez effectivement strate après strate. Alors là, on va changer de goût. On va partir sur du thon et du fromage frais. Donc cette fois-ci, j'ai pas pris des mini blinis, j'ai pris des tranches de pain de mie, qu'à cela ne tienne, avec mon petit couteau. Hop, je leur donne le bon diamètre. Ensuite, nous allons passer à la tomate que l'on va couper pareil au bon diamètre grâce à notre ustensile. Donc on a le pain, on a les tomates, on va s'occuper du thon. Donc on prend une boîte de thon en conserve tout simplement. On va bien le travailler à la fourchette. On va ajouter du fromage frais à l'intérieur. On va bien mélanger tout ça. On peut rajouter un petit peu d'herbe si on le souhaite. On peut prendre un fromage frais aux herbes directement, comme ça on gagne du temps. On va mettre du basilic parce que l'été, ça fait du bien, un petit peu de fraîcheur. On va mélanger le tout et nous allons pouvoir, de la même manière, utiliser une poche à douille pour remplir les petits push cakes. Un petit peu de citron parce que ça va nous donner un petit peu de peps. On mélange bien, du sel, du poivre. Et on va remplir nos push cakes. Alors, toujours pareil, la poche à douille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un sac congélation. Vous coupez l'angle du sac congélation et ça fonctionne très bien. Hop, la petite maryse. On s'appuie sur votre pouce. Hop, voilà, voyez, pour faire rentrer les ingrédients. La petite maryse. Et vous allez mettre votre pain de mie. La tranche. C'était ça, la chanson de Sylvie Vartan, la Maritza. Ah oui, la tranche de tomate, le thon, tomate, thon. Et ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est qu'ils se ferment, ces push cakes. Vous pouvez tout à fait mettre le couvercle et attendre, ou même, pourquoi pas, voilà, hop, vous le mettez sur le dessus. Et on met ça vous pouvez au le mettre au frais, réfrigérateur. exactement, et le sortir avec vos invités. Et franchement, regardez, c'est coloré, c'est ludique. C'est rigolo. Voilà, on voit bien tous les étages et vous pouvez utiliser ces petits poussoirs aussi bien en sucré qu'en salé. D'accord. C'est bien ça. D'accord. Oui, ça fait un peu été, il n'y a pas de doute. Oh bah oui, c'est frais, Jusque-là, bien ça sûr. va. Le contrat est rempli. Ouf, je reviens demain, 8h20. Merci beaucoup, Karine. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal. Alors, c'est un moyen de transport, c'est assez rigolo, insolite. Vous avez déjà vu ça. Après tout, un sidecar, on l'a déjà vu. Oui, dans la Mais Grande Vadrouille, par exemple. Oui, bien sûr. Mais le tout, c'était de mettre le touriste dedans. Voilà, et Bah, c'est vrai. une personne, hein. Ah, c'est une personne, mais ça peut être assez... vous pouvez prendre plusieurs sidecars. Ah oui, d'accord. On se déplace en bande. On peut se déplacer en bande et surtout, c'est quand même innovant et ça remet au goût du jour ces petits plaisirs d'antan. C'est un peu une petite Madeleine de Proust, finalement, le sidecar. Et est-ce que vous en croisez beaucoup dans Paris? Pas tant que ça. Pas tant que C'est ça, assez non. rare. Donc là,
l'idée, c'est de vous faire visiter Paris autrement. Donc, en plus, vous allez pouvoir prendre des chemins que vous ne pourriez pas prendre habituellement, avec quelqu'un qui va vous guider et vous raconter Paris d'une autre manière. Autrement dit, le pilote a un micro, il vous parle, et vous dans le... Non, vous vous arrêtez. Ah, vous non, vous arrêtez, il vous raconte pas pendant, je trouve que ça serait bien. Ah, il dit, tiens, là, je passe boulevard machin. On peut leur suggérer. C'est bien, ça. Oui, non, il y a les deux. Ils vous racontent en même temps et vous pouvez vous arrêter. Et on fait des haltes et vous allez même jusqu'à Versailles. Donc nous avons testé, moi je n'ai pas pu le tester. Pour des raisons biologiques, oui. Voilà, mais nous avons trouvé très vite des volontaires. Il n'y a pas des sidecars pour femmes enceintes, non. Pas encore, pas pour l'instant. Non, mais en fait, je rentrais dedans, attention, je rentrais dedans. C'est plus une question d'assurance de la maison, je n'ai pas voulu prendre de risques. Oui. Allez, on va Donc je suis allée rencontrer le fondateur qui était champion de sidecar. Ah oui. Paris Sidecar est une société familiale qui propose des balades dans Paris, mais dans des endroits atypiques où les cars, tout ça, ne vont pas. Ça vient de plusieurs années où je faisais du sidecar cross, et de la compétition. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas lancer un concept de sidecar dans Paris pour les balades. On propose des balades au château de Versailles. On part de 9h à 17h le soir. On offre à notre clientèle l'entrée du château. Et vers midi, midi et demi, on lui offre un pique-nique à la parisienne. On a aussi les monuments de Paris, les quais de Paris le soir. Et après, nous avons des petits circuits atypiques avec le Marais, Montmartre. Donc vraiment dans les petites ruelles où les autocars ne passent pas. Tous les clients sont pris à l'endroit, hôtel, chez eux. On les ramène chez eux ou à l'endroit qu'ils désirent en fin de balade. La balade d'une heure est de 90 € pour 2 personnes. Pour la balade du château de Versailles, c'est 150 € pour 2 personnes. On a d'autres véhicules qui sont prévus comme des véhicules électriques. Et on aurait l'intention donc de faire la même chose à New York pour pouvoir balader les Américains chez eux, quoi. Pas cher? Non, c'est raisonnable. Pour faire un anniversaire ou une surprise à sa fiancée, c'est pas mal. Oui. J'entends Charlotte Bouteloup qui... Ou à son père. Qui a peut-être envie de faire du sidecar, on peut peut-être lui arranger une balade avec le fondateur du site. Bien sûr. Et je voulais avec un jeune pilote, ça serait sympa. On va faire une petite sélection avant. OK. Hein, je pense que vous avez des noms à lui donner. Soumettre, bien sûr. Et une autre start-up qui aussi repart sur, on réhabilite des... Là, c'est un 2 roues, c'est le Solex. Ah ouais. C'est dans le bassin d'Arcachon. Il vous propose de louer et de partir en balade en Solex à plusieurs et de faire des petites randonnées pour réhabiliter le Solex. Vous avez connu le Solex? J'ai connu. Non, mais c'est pas si vieux. C'était l'ancêtre du vélo. Oui, j'ai connu ça en bois, oui. Merci beaucoup, Laura. Allez. À Saint-Tropez, oui, ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez. C'est là que commencent toutes les danses qu'on lance en France. Alors, on va s'intéresser à une fête particulière. Il y en a beaucoup comme cela dans les régions. On les suit de temps en temps. Ça a lieu tous les ans au printemps. C'est un reportage, je vous le disais tout à l'heure, difficile à faire à Saint-Tropez. Alors, on a demandé, bien sûr, à l'ambassadeur de Saint-Tropez à Paris, autrement dit Henri-Jean Servat, citoyen d'honneur, ami personnel de Brigitte Bardot, de Mylène de Mongeau et de Michel Mercier. C'est vous dire... Qui ont toutes les trois habité Saint-Tropez. J'ai pas dit ça par hasard, Henri-Jean. Voilà, enfin, bien sûr. Alors, comment ça s'appelle, cette fête? Alors ce sont les fêtes de la Bravade. La Bravade. Qui ont lieu chaque année à la même date, le 16, 17 et 18 mai. Et alors, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, ça n'a rien de folklorique, ça n'a rien d'exotique. C'est une fête qui correspond vraiment à l'âme véritable de Saint-Tropez parce qu'elle veut célébrer deux choses. Une fête votive qui célèbre la relation très particulière que la ville a avec son saint patron, Saint Orpès, qui était un centurion romain, qui a été décapité sur ordre de Néron à Pise, et on a mis son corps et la tête entre ses jambes avec un coq et avec une poule avec un chien, sur une barque
qui est venu échouer de Pise jusqu'à Saint-Tropez. Comment il s'appelait le Saint-Orpès, c'était un centurion romain. Orpèse. Voilà, non, Torpès, non, Torpès. Voilà, Torpès, Tropez, voilà, c'est venu comme D'accord. ça. Et en même temps, on veut célébrer le glorieux passé militaire de la ville qui a résisté contre les Sarrasins, il y a une très jolie citadelle à Saint-Tropez, qui a résisté contre toutes les Il y a eu le invasions. débarquement. Puis il y a eu le débarquement, bien évidemment. Mais ce que dire, alors la fête, elle date il y a 450 ans qu'elle existe. Et c'est une fête votive. Donc c'est une fête religieuse qui célèbre le passé militaire. Et ça n'a rien de tagada pompon et tagada soin. Ah non, c'est pas du tout cette ambiance-là. C'est une ambiance recueillie. C'est 3 jours de dévotion à l'église. On n'est pas là en string, on travaille avec des bouteilles de... Non. Et on sort la statue du saint. Il y a des processions religieuses à travers la ville, du pétaradage qu'on entend jusqu'à la Madrague. On entend Costume le pétaradage. local. Ah oui. Et les gens s'habillent en provençaux, mais s'habillent, c'est pas un avec des déguisement. chemises, par exemple, comme celle-ci. Bien, alors, les deux couleurs, le dress code, si je veux dire, c'est rouge et blanc, qui sont les couleurs des cités corsaires et qui est la couleur de la ville de Saint-Tropez. Alors, cette fête avait été adorée par Orson Welles, qui avait traversé Saint-Tropez. Il avait adoré la fête de la Bravade, qu'il avait trouvée extrêmement une des plus belles fêtes religieuses à travers le monde. Il n'avait jamais filmé, contrairement à ce qu'on peut croire. Il avait fait un cahier de croquis à destination de sa fille Rebecca, la fille qu'il a vue avec Rita Hayworth. Le seul souvenir qu'on a de la Bravade à travers les temps, c'est le croquis qu'a fait Orson Welles. Et on a été cette année autorisé. C'est une exception rare. C'est aux gens rend grâce à tout un chacun. Donc on a été autorisé à le filmer grâce à monsieur le curé, qui est originaire de Sainte-Maxime et qui connaît par cœur les fêtes de la Bravade et qui est un garçon délicieux qui nous a accueillis à la porte de l'église. Très bien. Regardez Bravade à donc Saint-Tropez. Henri-Jean. Pour Saint-Tropez, la Bravade, c'est tout. Le corps de Saint-Tropez est arrivé le 17 mai de l'année 68, après avoir été décapité à Pise par l'empereur Néron, qui a refusé que Saint-Tropez puisse s'être converti au christianisme. Et il a été mis sur une barque et les courants l'ont rapporté jusqu'ici à Saint-Tropez. Depuis est née la dévotion à Saint-Tropez. Donc la Bravade sont ces 3 jours où le peuple de Saint-Tropez s'unit dans la prière, dans la fête, pour fêter son saint patron. Il y a les 3 corps de bravade. Il y a les mousquetaires, il y a les marins et les gardes-saints. Et ensuite, il y a la procession. On vient prendre la statue qui se trouve sur un autel latéral et qui est portée en procession. Aujourd'hui, je suis habillée en provençal parce que c'est la fête de Saint-Tropez, qui est absolument, pour les tropédiennes, incontournable. Et ça nous permet de sortir nos plus beaux atours et nos plus beaux habits. Le costume traditionnel de provençal se compose de jupons, de caleçons, d'un joli bouti. Le bouti est ancien, il date de la fin du XVIIIe siècle, début XIXe. On les adapte à la vie, au corps de chaque provençal, disons de son âge adulte jusqu'à la fin de sa vie. Ensuite, il y a le fichu, bien entendu, qui peut être ce châle brodé comme aujourd'hui, et le caraco fait en soie ou également en coton du même tissu. Et cette très jolie coiffe en dentelle, rebrodée également, plus le chapeau, parce qu'il faut savoir se protéger du soleil en Provence. C'est une façon de fêter le pays, de fêter notre saint, de fêter son arrivée, son retour à Saint-Tropez chaque année. Pour participer à la Bravade, il faut être tropézien ou tropézienne de naissance. Les tropéziens sortent les drapeaux aux couleurs de Saint-Tropez qui sont rouges et blanches. C'est vraiment la fête qui unit tous les tropéziens. C'est vraiment la fête de Saint-Tropez par excellence. Les bravadeurs se retrouvent sur la place de la Mairie. Dans la bravade, il y a aussi beaucoup de coups de fusil qui expriment la joie, la gratitude et l'allégresse.
Rouge et blanc, comme Alors, rouge et votre blanc. voisin, la principauté. À Monaco, parce que c'est une ville corsaire aussi, voilà. Même Saint-Malo, c'est les couleurs des villes corsaires. Alors, c'est une fête vraiment. Les gens sont recueillis. Alors, il y a des touristes qui viennent, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens, pour les vrais Tropéziens, s'habillent en provençal. Ils sont dans les rues en provençal. J'ai vu que vous aviez tourné dans le quartier de la Ponche. Le quartier de la Ponche. Jean-Louis Trintignant, Brigitte Bardot. On tournait Et Dieu crée à la Et femme. Dieu Vous crée à la femme. J'ai même offert à monsieur le curé de Saint-Tropez, je lui ai offert le DVD de Et Dieu crée à la femme, qu'il n'avait jamais vu. Et ça lui Il a m'a dit plu que c'était charmant. Ah oui, charmant. c'est le Charmant, mot. il m'a dit charmant, c'est le mot charmant. Ouais, c'est et Madame Duckstein, on peut le rappeler, a écrit un livre sur Saint-Tropez, bien évidemment, qui tourne autour de l'établissement qu'elle dirige, mais ce que je veux dire, c'est que l'atmosphère de recueillement qui change du Saint-Tropez, dont on a l'image un peu partout. Là, si on veut connaître l'âme de ce petit village corsaire et charmant, il faut aller assister aux fêtes de la Bravade, 16, 17, 18 mai Merci 2018. beaucoup, Richard. Vous avez compris avec cette chanson, c'est une histoire de bateau, mais on va en revenir au début de cette chronique avec Anissa Arfaoui. C'est une émission de télévision étrangère, comme nous le traitons le sujet de temps en temps. Là, c'est une télé-réalité. Elle est diffusée au Royaume-Uni. Absolument. Et ça raconte une histoire de bateau. Pourquoi ? Eh bien, alors en fait, c'est une télé-réalité historique. Historique. Voilà, et là encore une fois, on peut saluer les Britanniques, et c'est pas la première fois qu'on le dit ici sur ce plateau, c'est qu'ils ont ce talent extraordinaire de savoir reprendre des événements historiques importants, en tout cas connus, et d'en faire des télé-réalités, de les adapter parfaitement. Et là, c'est l'histoire de la Bounty, la mutinerie de la Bounty. Pour la petite histoire, c'était... La Bounty ou le Bounty, c'est comme vous voulez. Les naufragés du Bounty, très bien. Bon, ok. Il me semblait qu'on disait les deux. Les deux, Oui, vous avez raison. alors en tout cas, du Bounty, c'est arrivé en 1789. Et quelle est la petite histoire très très rapidement? Vous avez un capitaine à bord d'un bateau qui s'appelle Bounty, et bien évidemment, et il se trouve que ces hommes, son équipage, se retournent contre lui. Il est jeté à la mer avec une poignée d'hommes qui lui sont restés fidèles. Et là, Attendez, périple. non, ils le mettent dans une barque. Une petite, dans une petite chaloupe. Voilà. Et là, il doit se débrouiller. Et donc, pour sauver sa vie, il parcourt des kilomètres, même des milliers de kilomètres. Ouais. Voilà. Et là, ça donne quoi dans notre petite télé-réalité qui s'appelle Mutiny? Il y a un bateau comme ça, une frégate, il y a tout. Il y a tout. Dans notre télé-réalité, c'est une frégate, un petit bateau, parce que l'idée, c'est que ce soit exactement dans les mêmes conditions que la fameuse histoire de la mutinerie. Alors, on se met à la place de qui? De Marlon Brando, qui est resté à bord du Bounty, ou dans le petit bateau Petite avec chaloupe. On est dans la peau du capitaine William Bligh Oui, et de ses hommes. On est dans la peau du capitaine qui s'est fait jeter à l'eau, à la mer. Et donc, vous avez 9 participants qui, dans les mêmes conditions, doivent parcourir des milliers de kilomètres. Alors, ça s'appelle Mutiny et je vous laisse découvrir le principe en images. There's an old saying, when ships were made of wood, men were made of steel. Come on, boys! Come on! 230 years ago, the crew of a British Navy ship rose up and overthrew its captain. He and a few loyal men were bundled into a tiny boat and abandoned in the middle of the Pacific. They should have died. Instead, they managed to navigate 4,000 miles to safety. It remains one of the greatest survival feats of all time. Now, for the first time, 9 men are following the same route in an identical boat, facing the same conditions, to measure themselves against history. Oh my God! There's a shark! Voilà. Et ça dure combien de temps? Parce qu'il y a 6000 km quand même. 6 semaines. Ah bon? Eh oui, Non. 6 semaines. Et alors on est à bord du bateau tout le temps? Mais totalement. Alors, c'est le. Mais Si on vous voulez, s'ennuie pas un peu, c'est pas répétitif? exactement, c'est le petit bémol. Le petit bémol, c'est que si vous voulez, vous voyez ces hommes sur le bateau, accoster, d'essayer de se nourrir, etc. Non, mais ils s'arrêtent sur des îles de temps en temps. Ils s'arrêtent. Ah, bah Ah bah oui, oui, parce alors, ça qu'évidemment. Et si vous voulez, ils suivent le carnet de bord. Mais. Et la mer va être agitée, mais on suit tout ça totalement. Et l'idée, c'est qu'ils suivent très précisément le périple, et pour cela, ils sont aidés du carnet de voyage du capitaine William Bligh. Et ils le suivent réellement. Alors évidemment, il y a des difficultés, ce sont les petits rebondissements de cette télé-réalité. Quel type de difficultés? Eh bien, justement, réussir à accoster, par exemple. Regardez. Now, these men are being abandoned in the same place as Bligh and his crew, in the middle of nowhere. Bligh's first act was to make for the nearest land, the tiny island of Tafua.
35 miles away. Their constant companion during the coming weeks will be Captain Bligh himself. He kept a detailed journal that remarkably survived the voyage. The volcanic island of Tofua is the best chance of finding food and water for 400 miles. You just look at the waves crashing against the rock there. They need to find a sheltered spot where they can drop anchor. Coconuts. I can see them. How many have you got so far? We've got about 20. On average, about 30. So we've all got sort of 3 coconuts each for our next leg. Oui, c'est une mission d'aventure comme on peut en voir chez nos voisins, non? Mais- Des choses comme ça. Oui, c'est ça. La tâche de survivre. Où on essaye de survivre, sauf que ce talent, encore une fois, des Britanniques, c'est de vous reproduire l'histoire et de vous sortir de là un petit Et peu moins on bête. reste avec les 9 même. Ah bah oui. C'est pas prévu de trouver sur les îles des gens qu'on n'avait pas soupçonnés. Ça aurait été amusant. Ça, On répète l'histoire et on se réfère Tout à d'un l'histoire coup, en permanence. il y a un gars qui arrive, bonjour, je m'appelle Salut. Robinson. Non, salut. Vous êtes Ah, chez vos Robinson. parents. Bonjour, monsieur Robinson, vous êtes là depuis longtemps? Bah oui, Max. Bon, merci, Bon. c'est original. Merci.